nouveau-né, surtout la prise en charge. Donc pour ceci, on va obtenir le plan suivant. Donc on va définir les ictères, parler un peu de la physiopathologie des ictères, les risques de cet ictère néonatal, les ictères à bilirubine non conjugués et leurs étiologies, puis les ictères à bilirubine conjugués, voire les ictères à bilirubine mixte, leurs étiologies aussi, parler du traitement, de la prévention et conclure. Donc déjà, l'ictère c'est quoi? C'est la jaunisse, tout simplement. Normalement on vous dit, soit c'est l'enfant qui le découvre, soit c'est nouvelle. C'est la coloration de l'enfant qui va changer, il va devenir tout jeune. Et donc, normalement, ça ne doit pas inquiéter, mais ça doit au moins faire consulter le nouveau-né. Donc, un petit mot sur la physiopathologie, c'est quoi? Donc, si on parle d'ictère, on parle forcément de bilirubine. Donc, vous avez un bébé qui se présente pour ictère, la première des choses, pensez à doser cette bilirubine pour voir est-ce qu'on est vraiment dans les normes ou on est au-dessus des normes. Et donc, du coup, cette dégradation, cette formation de la bilirubine, on va entrer dans tout ce qui est physiopathologie de l'ictère. Vous savez très bien que le globule rouge va donner l'hème et va donner la globine. Donc, sous l'action de l'hème oxygénase, donc, il y aurait formation de ce qu'on appelle la biliverdine, qui, sous l'action d'une enzyme réductase, va donner la bilirubine, qui va passer au niveau du système réticulo-endothélial et elle va se lier au niveau du sang à l'albumine. Donc, quand elle est liée à l'albumine, il n'y a pas de risque toxique. Vous allez voir que, normalement, on n'aurait pas de composant libre qui est la bilirubine non conjuguée, donc on est pareil. Par la suite, cette bilirubine, soit elle va passer, comme on a dit, au niveau du sang, elle va se lier à l'albumine, soit il y aurait d'autres facteurs qui vont entraver ce passage, et vous allez voir qu'il y a des médicaments qui vont entrer en concurrence avec cette bilirubine, qui vont se lier à cette albumine, et on va se retrouver avec des bilirubines élevées, par exemple. Ou alors, il y a une partie qui va passer au niveau du foie, et donc grâce à la glucuronide transférase, qui est une enzyme qui doit exister, elle va se lier à l'acide glucuronique pour donner la forme de bilirubine qui est conjuguée et qui est la forme qui n'est pas normalement toxique pour le système nerveux central. Cette bilirubine conjuguée va se former, va passer au niveau de l'intestin. Il y a une forme qui va donner au niveau des selles, le stercobilinogène qui va passer au niveau des selles, donner la stercobiline, il va être libéré dans les selles. Et l'autre partie qui va donner l'urobilinogène, qui va passer au niveau des urines, donner l'urobiline, donc quand il va se dégrader. Donc nous, on aimerait soit avoir cette forme qui est liée à l'albumine, donc qui reste dans la circulation mais qui n'est pas toxique, soit avoir cette forme conjuguée qui va se conjuguer grâce à cette enzyme. Vous allez voir le rôle de cette enzyme dans tout ce qui est genèse des ictères par la suite. Donc le risque le plus ultime qu'on craint, c'est surtout l'encéphalopathie bilirubinémique, ce qu'on appelle l'ictère nucléaire. Donc pour les gens qui ont déjà vu des tableaux comme ça, c'est des tableaux qu'on ne va pas oublier. C'est un nouveau-né qui va se présenter en opistotonos, c'est-à-dire il est vraiment, il fait des mouvements hyper. Un rejet de la tête en arrière, il se peut qu'il convulse alors qu'on est là. Donc il y a cette hypertonie axiale, il y a le cri qui devient aigu, c'est comme le cri des enfants qui présentent une méningite. C'est un cri qu'on appelle le cri neurologique, ce n'est pas un cri habituel qu'on entend chez tout nouveau-né ou chez tout enfant. Et donc on aura les signes d'atteinte cérébrale avec le regard en coucher de soleil, des mouvements anormaux qui vont être en parallèle avec ce qu'on appelle atteinte cérébrale. Des fois c'est des convulsions, des fois c'est juste des mouvements anormaux, surtout au niveau des membres supérieurs. Donc les étiologies des ictères à bilirubine libre ou bilirubine non conjuguée, donc on va commencer par la forme qui est la plus fréquente, mais je mets en rouge, c'est un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas y penser dès le départ. Il faudrait penser aux causes pathologiques avant de passer à tout ce qui est banal, parce que c'est l'ictère physiologique du nouveau-né, c'est-à-dire qui va débuter un peu tardivement, au-delà de 24 heures, c'est très important cet horaire de survenue, maximum vers J5 de vie, il va disparaître tôt, avant 8 jours de vie, il est nul, c'est-à-dire il n'y aurait pas d'association avec n'importe quel signe autre que l'ictère, que la jaunisse en elle-même, et donc on aura cette bilirubine non conjuguée libre qui est inférieure à 150 mg par millilitre. Donc vous allez voir qu'on a deux unités de mesure, il y a le micromole, il y a le milligramme, mais on utilise beaucoup plus le milligramme dans notre pratique quotidienne. Et donc, même si vous tombez sur un ictère qui semblerait, entre parenthèses physiologique, il faudrait quand même bilanter cet enfant pour voir est-ce que vraiment c'est le cas, ou alors on est en train de passer à côté de quelque chose de pathologique, donc ça reste un diagnostic d'élimination, même si je l'ai mis en premier. Après viennent les ictères hémolytiques, et donc je mets en tête de file surtout l'ictère par incompatibilité Rhésus, qui est le plus grave, Rhésus D, donc la mère qui est Rhésus négatif et le bébé qui est Rhésus positif, qui a hérité le Rhésus positif de son père.
Et donc, il y a une sensibilisation antérieure. Donc, jamais vous n'allez trouver ce genre d'ictère chez une maman qui est primipare. Donc, forcément, soit primipare ou là qui n'a pas eu de geste en intra-utérin. C'est-à-dire, ça devrait être une femme qui a eu au moins un enfant avant, si ce n'est pas une grande multi. Donc, elle a eu un contact avec ses antigènes paternels. Et bien entendu, si ce n'est pas le cas, elle a eu une amniosynthèse, elle a eu une myomectomie, un geste qui a touché au niveau de son utérus et qui a fait qu'elle a développé des agglutinines irrégulières. Donc, jamais vous trouverez des tableaux comme ça chez des mamans qui ont leur premier bébé et qui n'ont jamais eu de contact au niveau de leur utérus. Et donc, forcément, ce n'est pas comme le cas de l'incompatibilité ABO, vous allez voir. Donc, il y a eu une sensibilisation antérieure qui a fait que cette maman, elle a formé des anticorps anti-D, anti-grand D, qui sont normalement, qui viennent là pour attaquer les antigènes anti-D qui sont hérités du père et qui sont portés par ce nouveau-né. Donc, il y a des antécédents maternels. Là, j'ai bien dit c'est quoi les antécédents maternels. Soit une myomectomie, soit un geste en intra-utérin, soit même des fois même une pause d'un dispositif intra-utérin, c'est-à-dire d'un stérilet. Parce que tout ce qui pourrait faire saigner une femme pourrait entraîner une formation d'anticorps de ce genre. Donc, cet ictère, paradoxalement à ce qu'on a vu tout à l'heure, qui était nu, physiologique, on a un ictère qui est intense, qui est précoce, ce n'est plus au-delà de 24 heures, c'est pendant les premières 24 heures, si ce n'est pas à la naissance d'emblée, et parfois justement dès la naissance, souvent avec une anémie, c'est un bébé qui hémolise énormément. Donc l'hémoglobine, vous allez la trouver déjà basse les premiers jours. Quand je dis basse, normalement une hémoglobine normale chez un nouveau-né, c'est au-delà de 16. Donc si vous êtes déjà aux alentours de 14-13, c'est un bébé qui hémolise, d'accord? Avec une hépatomégalie, voire même une splénomégalie. Donc l'incompatibilité qui vient en deuxième lieu, c'est l'incompatibilité ABO. Et là, c'est différent. C'est une maman qui pourrait, dès la première grossesse, sans qu'il y ait de geste intra-utérin, sans qu'il y ait d'antécédents maternels, il se peut qu'elle va nous faire, ce bébé va nous faire un ictère par incompatibilité ABO, c'est la différence. La plus fréquente des incompatibilités érythrocytaires est celle-là, mais elle reste moins grave que l'incompatibilité Rhesus. Vous allez trouver que 15 à 20% des femmes peuvent avoir ce genre d'incompatibilité, c'est-à-dire de groupages qui ne sont pas compatibles, mais les bébés ne vont faire de tableau d'incompatibilité que dans 3% des cas, heureusement. Le nouveau-né, il est de groupe soit A, ou plus rarement B, ou carrément AB, avec une maman qui est de groupe O. Pourquoi? Parce que le bébé, il porte les antigènes du A et du B, et la maman, elle porte les anticorps anti-A, anti-B, voire les deux anticorps. Et donc là, c'est possible dès la première grossesse, mais ce n'est pas aussi énorme, aussi grave qu'une incompatibilité Rhesus. Puis, il y a les autres systèmes. Il n'y a pas que le système grand D, il n'y a pas que le système ABO, il y a les autres systèmes en dehors de l'antigène D, les autres systèmes que vous connaissez, lequel, le DUFI, le grand C, petit c, le grand E, petit e. C'est très rare, oui, mais ça donne des tableaux qui sont équivalents à l'incompatibilité Rhesus, si ce n'est pas des tableaux qui sont encore plus graves. Et donc, c'est des bébés, normalement, qui vont vous faire vraiment des incompatibilités très sévères, avec des anémies très, très importantes, et il faudrait savoir les déceler, parce que là, c'est le centre de transfusion qui a son rôle à jouer. On a l'habitude de trouver l'anti-D, c'est pas vraiment grand-chose. Par contre, pour chercher les autres groupes, il faudrait aviser le centre de transfusion et travailler et le sang maternel et le sang du bébé pour tomber sur ce genre de groupe. L'hémolyse d'origine infectieuse, vous savez très bien que toute infection néonatale peut faire hémolyser. Et donc, qui dit hémolyse, dit dégradation de cet hème, dit formation de bilirubine, surtout dans sa forme non conjuguée. Donc, toute infection néonatale, bactérienne soit-elle, virale ou parasitaire, pourrait donner un ictère par hémolyse, parce que c'est un enfant qui va se retrouver en situation de détresse, il va hémolyser, il va faire augmenter son taux d'hème. Et donc, si vous revenez sur la physiopathe, vous allez trouver que plus l'hème va augmenter, elle va plus se dégrader en bilirubine, et donc augmenter cette portion de bilirubine qui est libre. On va commencer par les ictères à bilirubine non conjuguée, ou alors les ictères à bilirubine libre. Et donc, je vais commencer par les hémolyses constitutionnelles. Donc, on a parlé des causes ordinaires. Donc, on a parlé des incompatibilités que tout le monde connaît. Après, il y a les pathologies proprement dites, et donc les hémolyses constitutionnelles qui sont vraiment rares en période néonatale, mais qu'on pourrait découvrir. Donc, il y a la maladie de Minkowski-Schoffard. Je ne sais pas si vous avez fait ça en hémato avec Madame Najiba. Voilà. Donc, la microsphérocytose de Minkowski-Schoffard. Donc, ça se voit. Avant, ça ne se voyait pas dans un pays comme le Maroc, mais maintenant, ça se voit de plus en plus. Il y a une mixité avec les Européens.
Et donc, on va se retrouver avec de plus en plus de maladies de mycose qui chauffent. Il y a les thalassémies, on est en pourtour méditerranéen, donc on est plus prédisposé à faire ce genre d'hémoglobinopathie qui est la thalassémie. Et sachez que la thalassémie, c'est rare, où on fait vraiment le diagnostic en néonatal. Généralement, on attend les 3 premiers mois, surtout si c'est un bébé qui a été transfusé à la naissance, il faudrait attendre qu'il régénère ses globules rouges à lui pour faire cette recherche. On ne peut pas la faire si on vient de transfuser ce bébé. Et puis, il y a les autres enzymopathies, type déficit en G6PD et en pyruvate kinase. D'ailleurs, quand vous faites le prélèvement pour la thalassémie, vous faites systématiquement la recherche de ces déficits enzymatiques. L'ictère par résorption sanguine, ça aussi c'est fréquent, mais il ne faut pas l'évoquer d'emblée. Quand vous avez soit un accouchement laborieux et que la bosse elle est énorme, ou alors même un accouchement normal et que la tête était basse pendant longtemps. La maman, quand le bébé, c'est-à-dire qu'il y a la tête qui est déjà basse avant qu'elle accouche. Quand la tête elle est déjà basse depuis minimum 2-3 semaines, forcément il y a une petite bosse qui va se former parce qu'il y a la tête qui est en contact avec le bassin, avec les os du bassin de la mère. Et donc cette bosse sérosanguine, voire ce céphalématome, quand ils vont se résorber, ils vont libérer là aussi l'hème qui va libérer la bilirubine et donc forcément on aura une augmentation de cette bilirubine libre. Là aussi c'est un ictère mais qui est plus tardif et qui est nul, donc on va le trouver seul, c'est-à-dire il n'y aurait pas d'association à d'autres pathologies ou alors à une hépatosplénomégalie ou un tableau vraiment alarmant. Par contre on peut avoir une pâleur cutanéo-muqueuse s'il y a vraiment une énorme bosse, parce que des fois on a même des accouchements laborieux, une ventouse qui a été mal placée, un forceps qui a été fait mais d'une manière assez barbare. Et donc forcément vous allez vous retrouver avec des céphalématomes très importants, voire des bosses qui sont vraiment très importantes. Des fois tu as l'impression de prendre une tête, les autres tu n'arrives pas à les palper tellement c'est énorme. Là c'est une indication déjà à donner le Conaquion dont on a parlé la dernière fois, donc pour éviter la maladie hémorragique du nouveau-né, parce que de toutes les manières il a trop saigné, il risque d'encore saigner encore plus. Et puis c'est une indication à le surveiller à la moindre jaunisse, au moindre ictère, proposer la photothérapie. Puis, il y a toujours l'ictère, mais par diminution de glucuronoconjugaison. Et là, on va revenir sur la plaque de la physiopathologie, si vous vous rappelez, cette enzyme-là qui va jouer tout son rôle. C'est-à-dire, on aimerait que cette bilirubine soit conjuguée pour nous donner la bilirubine conjuguée. Et on est dans les ictères à bilirubine libre. Donc, dans ces cas-là, cette enzyme va être déficitaire. Donc, soit on aura une maman qui va allaiter, tout simplement, ce n'est pas une contre-indication, je le dis très bien, ce n'est pas une contre-indication à l'allaitement maternel, il n'y a aucun danger pour le bébé. Par contre, il y a certains laits chez la maman qui vont libérer une lipase, une enzyme, qui va hydrolyser les triglycérides. Il y aurait une libération des acides gras qui vont jouer le rôle d'inhibiteur compétitif de cette enzyme qui est la glucuronyltransférase. Mais en aucun moment, je dis bien en aucun moment, on arrête l'allaitement maternel. Donc c'est une indication à le garder. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on pensait à un ictère au lait de femme, on faisait chauffer le lait maternel à une température assez importante. Et quand on le donnait à ce bébé après l'avoir réchauffé, ça ne donnait pas d'ictère, donc ça faisait le diagnostic positif. Ou alors, si on est vraiment inquiet, dans l'inquiétude totale, on peut arrêter temporairement pendant 48 heures d'allaitement maternel, vous allez voir qu'il va déjaunir, après vous reprenez, il n'y a pas de souci. Normalement, quand on est sûr que c'est un ictère dû au lait de mère, on ne fait rien, même pas arrêter. Généralement, ça débute assez tard, vers J5, J6. C'est un ictère qui est nu, qui ne fait pas parler de lui, il est modéré. Et la bilirubine, elle arrive très rarement à 200 mg par litre. Quand je dis 200 mg par litre, c'est-à-dire, est-ce qu'il est dans la fourchette de la photothérapie d'indiquer un traitement ou pas? Vous allez voir ce que c'est que la photothérapie. Donc, il n'y a aucun danger, et j'insiste, il n'y a pas de contre-indication à l'allaitement maternel. Après, il y a les autres formes où vraiment la glucuronyltransférase est déficitaire. Là, on rentre en compétition avec cette glucuronyltransférase. Par contre, là, vous avez la glucuronyltransférase qui est vraiment déficitaire. Il y a les fameuses pathologies qu'on connaît. La maladie de Crigler-Najjar, elles sont vraiment très rares, le type 1 et le type 2. La maladie de Gilbert. Donc, dans ces deux pathologies, il y a un déficit en glucuronyltransférase, soit un déficit total, soit un déficit partiel. Mais dans tous les cas, ce n'est pas des maladies, on peut vivre avec, je dis bien, on peut vivre avec. Il y a même des gens qui vont recevoir de la photothérapie même étant adultes, oui. Il y a des gens qui ont proposé le phénobarbitol, le Gardénal, dans les médications antérieures, anciennes, pour ce genre de pathologie, mais sincèrement, ce n'est pas la maladie avec laquelle on ne peut pas vivre. C'est-à-dire des fois, on peut arriver à l'âge adulte pour faire le diagnostic de certaines pathologies comme ça. Et il y a l'hypothyroïdie congénitale. Là aussi, vous avez un bébé qui va faire un tableau d'hypothyroïdie. À part l'ictère, c'est un ictère prolongé
Donc là, ce n'est pas l'ictère qu'on voit la première semaine, mais c'est un ictère tardif. Sachez que dans l'ictère tardif, il y a deux diagnostics à soulever. Essentiellement, demander un dosage de TKTSH dans le sens d'une hypothyroïdie, demander un ECBE dans le sens d'une infection urinaire, parce qu'il y a certaines infections urinaires, surtout à Escherichia coli, qui vont nous donner justement ces ictères tardifs. Donc retenez-le, deux diagnostics devant un ictère tardif, soit l'hypothyroïdie, soit l'infection urinaire à Escherichia coli. L'ictère, c'est un signe classique. Pourquoi? Dans l'hypothyroïdie, vous allez vous poser la question pourquoi forcément on va avoir un ictère? Parce que tout simplement, on aurait besoin d'hormones thyroïdiennes pour synthétiser la glucuronyltransférase. Et quand on a un manque en ces hormones thyroïdiennes, forcément cette synthèse va être déficitaire et donc on aura la bilirubine libre qui va se retrouver en excès, elle ne va pas se conjuguer. Après, il y a la deuxième partie et qui va traiter les ictères à bilirubine mixte ou conjuguée. Et donc là, c'est un ictère qui est généralement tardif et on aura une triade de cholestase à rechercher et je la mets en rouge parce que là, c'est sérieux, c'est grave. Donc si vous passez à côté, c'est grave. On a une décoloration des selles et quand je dis décoloration des selles, c'est des selles soit carrément blanc mastic comme le tableau, soit des selles comme ça, beige, soit des selles qui sont tantôt normales, tantôt décolorées. Donc là, quand même, il faudrait faire attention. Les urines foncées, vous allez me dire comment on va savoir si les urines sont foncées ou pas. Toute urine qui colore la couche est une urine foncée. Les urines ordinaires ne vont pas colorer la couche. Des urines ordinaires, ils sont absorbés, on sent la couche qui est vraiment lourde, épaisse, mais sans qu'il y ait une couleur. Mais quand c'est des urines foncées, sachez que quand vous prenez la couche du bébé, vous allez trouver une tache qui est quand même assez importante et qui est foncée, qui est là. Et puis il y a l'hépatomégalie, vous allez trouver un gros foie. Donc cette triade, elle est caractéristique. On va commencer par la cholestase extra-hépatique, c'est-à-dire le foie, il est indemne, mais c'est en dehors du foie qu'il y a des problèmes. Le poids du bébé, il est tout à fait normal et on a une décoloration qui est précoce, totale et permanente. Je dis permanente, c'est-à-dire vous n'allez jamais trouver en aucun moment une selle ordinaire. C'est toujours des selles décolorées avec une hépatomégalie qu'on peut trouver comme on peut ne pas la trouver, qui est de volume variable. Et donc la première des choses à laquelle il faudrait penser, soit une atrésie des voies biliaires extra-hépatiques avec normalement une atteinte du cholédoque, et là c'est chirurgical, et puis surtout le kyste du cholédoque, et puis quand c'est une atrésie des voies biliaires extra-hépatiques, sachez que ce n'est pas l'échographie qui va poser le diagnostic. Faites attention parce que là, c'est très grave, c'est sérieux. Moi, je vois des gens qui pensent à une atrésie des voies biliaires extra-hépatiques qui demandent une échographie, ça ne va rien montrer. Ça peut montrer des signes indirects, mais ce n'est pas un diagnostic. À partir du moment où vous pensez à une atrésie des voies biliaires, il faudrait que le chirurgien pense, qu'il nous fasse une laparotomie exploratrice et qu'il nous envoie une partie des voies biliaires extra-hépatiques à la napate pour voir est-ce qu'ils sont vraiment atrésiques. Et déjà de visu, il va déjà voir est-ce qu'ils sont atrésiques ou pas. L'écho abdominal, c'est surtout pour voir est-ce qu'il y a un kyste du cholédoque ou pas, ou alors des signes, une polysplénie pourrait être en faveur d'une atrésie des voies biliaires extra-hépatiques. Mais ce n'est pas systématique. On peut se retrouver avec plusieurs petites rates, mais ce n'est pas systématique une atrésie. Par contre, quand ça existe, c'est un signe qui est en faveur d'une atrésie des voies biliaires extra-hépatiques. Il faudrait partir explorer par une laparotomie exploratrice. Donc en aucun moment on ne fait le diagnostic avec l'échographie. Comme retenez une bonne fois pour toutes. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que vous allez voir que l'atrésie des voies biliaires extra-hépatiques, si on ne fait pas le diagnostic à temps, elle devrait être opérée plus tard dans les 30, voire les 40 jours, les 40 premiers jours de vie. Sinon, on va se retrouver avec un enfant qui va faire une cirrhose pendant les premiers mois de vie. Il y a même des écoles qui parlent de cirrhose qui est déjà installée en intra-utérin. Donc même si on a juste une atrésie des voies biliaires extra-hépatiques, tellement elle est constituée en intra-utérin, des fois il y a des hypothèses qui parlent de cas de cirrhose arrivés même à la naissance. Donc il faudrait vraiment poser le diagnostic très tôt pour pouvoir opérer ces bébés à temps. La cholestase intrahépatique, les caractéristiques de cette cholestase intrahépatique, c'est une régression de l'ictère, c'est-à-dire on va se retrouver avec un bébé jaune, tantôt normal, simplement, décoloration qui est hépatomégalie modérée, voire carrément absente. Donc c'est pas du tout le même tableau qu'ici, parce que là vous avez la plupart de nos chirurgiens, ils ont tendance à un peu laisser retarder au maximum l'intervention. Ils vous disent, cherchez-moi les autres causes de bilirubine, d'ictère à bilirubine conjuguée ou alors de cholestase. Il y a d'autres causes, c'est vrai, mais quand vous avez une décoloration permanente avec une hépatite,
jusqu'à preuve du contraire. Il faudrait juste être convaincu. Donc toujours dans les étiologies, donc vous avez la faire une biopsie hépatique parce qu'il ne faudrait pas passer à côté. Les hépatites infectieuses, bactériennes, virales, parasitaires, donc il y a l'interrogatoire et l'examen clinique qui vont nous poser le diagnostic. Donc vous avez un bébé qui est infecté, vous avez une anamnèse qui est positive, vous avez une maman qui a fait un problème de prurite vulvaire, une infection urinaire avant la naissance, des leucorrhées fétides avant que ce bébé naisse. Donc tout ça c'est en faveur, ou alors carrément des sérologies faites juste avant la naissance. Un ECDE positif, sachez que la plupart des femmes font beaucoup plus d'infections urinaires pyélonéphrite, surtout vers les derniers mois de grossesse. Il y a les maladies métaboliques, mais qui sont plus rares. Et là, vous allez vous retrouver systématiquement avec un gros foie. L'hépatomégalie, elle est là. Donc, elle ne va pas vous rater. Avec un ictère qui est soit à bilirubine mixte ou conjugué. Et donc, il faudrait chercher, est-ce que ce n'est pas une intolérance au fructose ou au galactose? Normalement, c'est une... Et puis, en dernier lieu, vous avez vu, j'ai mis l'infection urinaire qui restera, mais qu'on va voir aussi. C'est pourquoi, quand vous avez un ictère prolongé, surtout bilirubine conjuguée ou mixte, pensez à demander une TKTSH, un ECDE. Donc la cholestase, pardon. Donc la bilirubine conjuguée, ce qui dit bilirubine conjuguée dit cholestase. Et là, vous avez des raisonnements qui sont différents. Soit vous avez un bébé qui arrive avant 15 jours de vie. Et donc vous avez des chiffres, on ne travaille pas aléatoirement, on a des chiffres qu'on va suivre pour voir qu'est-ce qu'on va proposer à ces bébés-là. Vous avez une bilirubine conjuguée qui est au-dessus de 25-30, ou un taux de bilirubine conjuguée qui dépasse 10% du taux de bilirubine totale sanguine. La BTS, c'est la bilirubine totale sanguine. Ce sont des chiffres. Bon, je retiens toujours les 30. Les selles sont alors normales parce que avant 15 jours. Là aussi, c'est anormal. Quand c'est une bilirubine totale sanguine inférieure à 50 avec une bilirubine conjuguée qui dépasse 10, là aussi, c'est anormal parce que déjà, vous avez la de l'âge de cet enfant et des valeurs qu'on va associer. Ou alors, décoloration des selles. Flambe en plus, parce que plus vous prenez ces enfants tardivement, plus vous leur diminuez les chances de survie, surtout quand vous pensez à une aprasie des voies biliaires. Donc la règle de conversion, là je l'ai mise, donc il faudrait quand même que vous la preniez, mais nous, sachez qu'on travaille beaucoup plus avec le milligramme par litre. Donc 1,71 mg par litre, c'est 1 micromol par litre, c'est l'équivalent de 17,1 mg par décilitre. De toutes les manières, nous, on travaille beaucoup plus avec le milligramme par litre, c'est ça les références qu'on utilise. On va passer au... Le taux de bilirubine libre déjà, donc combien les sous-taux-là, l'âge postnatal et le poids du bébé, parce que vous allez voir qu'il y a des courbes qu'on appelle des courbes de Huntington. Donc ce sont des courbes qui ont été présentent des ictères à bilirubine libre, et donc on les a réunis dans un type de tableau, et donc on a fait justement des travaux dans ce sens pour voir lesquels qui peuvent vraiment présenter des problèmes si on ne réagit pas à temps, selon leur âge postnatal déjà, parce que si vous recevez un bébé à 10 jours de vie, ce n'est pas comme un bébé que vous recevez à 1 jour de vie. S'il est à 200 mg par litre déjà à la naissance, attendez-vous à 500 dans 2-3 jours. S'il est à 500 à la naissance, attendez-vous au décès dans les qui jusqu'à 500, 400 au premier jour, surtout les incompatibilités résultent très importantes. Le poids du bébé aussi, et donc ça va normalement se refléter sur certains diagrammes. Là, je vous ai mis juste un exemple. Les indications de la photothérapie, donc vous allez vous poser la question, c'est quoi la photothérapie? Je vais la détailler par la suite. C'est un type de lumière bleue qui est à base d'ultraviolet et qu'on va mettre en contact de la peau de ces bébés. Sachez que la bilirubine est
exposé au niveau de la peau, donc la jaunisse elle est là, et donc ces ultraviolets, ils vont attaquer cette bilirubine qui est là et qui n'est pas conjuguée, ils vont la dégrader pour qu'elle ne passe pas au niveau du système nerveux central et pour qu'elle ne soit pas toxique, pour qu'on n'arrive pas à l'ictère nucléaire. Au début, la photothérapie, elle peut être à elle seule suffisante. Quand vous avez des chiffres vraiment très très élevés, pour dépasser, il faut passer à ce qu'on appelle carrément faire un échange de toute la masse sanguine de ces bébés, la faire sortir et lui donner une nouvelle masse sanguine qui est du O négatif tout simplement, parce qu'il y a plein d'anticorps qui vont faire qu'attaquer sa masse sanguine, qu'il va faire une hémolyse encore plus importante et qui va faire augmenter son taux de bilirubine qui va être toxique pour son cerveau. Sachez que là, vous avez le tableau qui va vous indiquer ce que vous allez faire. Le taux pour ce qui est de la photothérapie, donc vous avez le taux en micromol par litre, nous on fait la conversion. Donc vous avez l'âge de 0 à 24 heures, 24 à 48 heures, 48 à 72 heures, J4 et J5. Donc ça dépendra de l'âge de cet enfant et quand est-ce qu'on va le recevoir. On aura des chiffres qu'on va extrapoler ici et on va voir est-ce qu'il est dans la marge où on va faire rien du tout comme ici, ou alors est-ce qu'on devrait donner la photothérapie voire l'exsanguino ou d'emblée démarrer par une exsanguinothérapie. Et sachez qu'il y a des courbes aussi qui vont dépendre de l'âge postnatal, c'est-à-dire des bébés de moins de 36 semaines. Les prématurés n'auront pas le même raisonnement que des bébés à terme. La photothérapie, pour la détailler un peu plus, elle vient du grec phos, c'est lumière, et thérapie, c'est traitement. Donc c'est l'épuration de la bilirubine chez le nouveau-né ictérique par l'épiderme à une profondeur de 2 mm. Elle va attaquer cette bilirubine, elle va la dégrader pour empêcher qu'elle monte au niveau du cerveau. La bilirubine non conjuguée, ils vont donner ce qu'on appelle la photobilirubine qui est hydrosoluble et qui n'est plus toxique. C'est ce qu'on veut. La distance, elle ne doit pas être plus de 50 cm de la source lumineuse. Donc si vous placez un bébé de 50 cm, vous avez la présence de 30, donc c'est entre 30 et 50. Et la réponse à la photothérapie va dépendre du spectre bleu qui est bien étudié. Ce n'est pas nous qui le fixons, c'est les machines de photothérapie, donc c'est les sociétés qui vont le fixer, et la dose de la lumière appliquée à la peau, et puis de l'étiologie de l'ictère. Un ictère à bilirubine libre et qui est dû à une incompatibilité résus, sachez qu'on va mettre plus de temps à dégrader cette bilirubine que quand vous avez une cause qui est plus banale. Le monitoring cardio-respiratoire est recommandé parce que quand même on va l'exposer à de la lumière et donc il va être quand même assez chaud, on va le réchauffer, il va se déshydrater. Voir qu'on va l'hydrater, surtout si on ne met pas le lait. On va donner une bonne hydratation, surtout l'allaiter, même sous photothérapie, ce n'est pas une contre-indication à l'allaitement maternel, on peut le faire sortir toutes les 3 heures, lui donner le sein, puis le remettre dans sa photothérapie. Augmenter la ration hydrique de 10 à 15, surtout chez les prématurés et le retard de croissance, parce que cette lumière, elle est assez chaude, elle va déshydrater ce bébé-là, sauf quand vous le mettez sous LED. Et ça, c'est la dernière génération, c'est la toute dernière génération de photothérapie qu'on a normalement au niveau du service et qui marche très très bien. Ça nous fait éviter. L'alimentation est optimisée, surtout entérale, c'est-à-dire donner à ce bébé à manger comme il se doit. Quelles sont les précautions à prendre? Donc protéger les yeux sans compression du nez, ça c'est très important. Donc il faut faire attention parce que des fois on met des lunettes, on ne surveille pas ces bébés et les lunettes vont tomber au niveau des narines et vont bloquer la respiration, donc il risque de passer. Donc il faut le garder quand même sous surveillance et mettre des lunettes, mais faire attention, vérifier la bonne position des lunettes. Surveillance continue de la température, surtout si vous avez le tunnel. Le tunnel, c'est l'ancienne génération de photothérapie, c'est-à-dire une sorte de tunnel, justement, proprement dit, qui est noir. Et on va mettre le bébé à l'intérieur. C'est noir déjà, donc ça ne nous permet pas de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc de temps en temps, il faut faire sortir ce bébé pour voir comment ça se passe. Il faudrait qu'il soit en position demi-assise parce qu'il risque de nous faire une fausse route. Et il faudrait qu'on protège bien les yeux parce que si jamais il bouge et qu'il retire ses lunettes, il risque d'avoir une cécité post-photothérapie. Donc il faudrait faire attention. Et normalement, il faut surtout le surveiller pendant la première demi-heure, puis par la suite une fois par heure, surtout quand il est sous tunnel. Pas de couverture des appareils ni gêne de leur ventilation parce que ça risque d'entraîner des brûlures graves. Donc généralement, on a des appareils comme les anciens ventilateurs sur tous les tunnels et qui ont un système où on devrait laisser passer l'air, donc il faudrait quand même qu'il ne soit pas couvert. Le suivi
indication de photothérapie. Donc nous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a soit des prélèvements sanguins qu'on va faire quotidiennement, soit d'une manière à ce qu'on ait une petite idée sur ce qui se passe un jour sur deux. Donc ces prélèvements vont vous dire est-ce que cet enfant a toujours besoin de photothérapie ou pas. Si on ne peut pas les prélever ou alors on craint qu'il y ait des anémies assez importantes, iatrogènes à cause de nos prélèvements, qu'est-ce qu'on peut faire? La première indication, il faudrait voir un chiffre. Il faut avoir un chiffre même si vous avez les appareils. Et il y a ce qu'on appelle les bilirubinomètres, des appareils qu'on va placer soit au niveau du torse, du thorax, soit au niveau du front et qui vont vous donner un chiffre. Soit il est normal, soit il est pathologique. À partir du moment où il est pathologique, ne jamais mettre l'enfant sous photothérapie si vous n'avez pas eu un prélèvement sanguin dessus. Vous avez votre prélèvement sanguin pour la première fois. Après, on peut surveiller avec bilirubinomètre pour ne pas tomber dans ce qui est l'anémie iatrogène. Parce que chaque fois que vous prélevez, c'est une masse sanguine que vous enlevez. Et donc, c'est un bébé qui risque de nous faire encore plus une anémie à cause de nos prélèvements. Donc, on peut faire la surveillance avec le bilirubinomètre. Mais le dernier chiffre, on va faire sortir ce bébé, il faudrait qu'il soit vérifié sur sang, d'accord? Il faudrait que ce soit vraiment un prélèvement qui est fait. Il faut surveiller l'efficacité et l'arrêt de traitement dépendra de cette efficacité. Si l'ictère hémolytique ou alors vous avez une situation vraiment très très sévère, là, il faudrait demander à ce qu'on fasse cette bilirubine 6 à 12 heures après le début de photothérapie. Parce que de toutes les manières, il faudrait qu'on soit assez proche du début. Est-ce qu'on avance ou on fait marche arrière? Parce que si vous avez les mêmes chiffres au bout de 6-12 heures, c'est qu'on n'est pas efficace. Il faudrait peut-être passer carrément à l'exsanguinotransfusion, choses qui sont quand même plus sérieuses. Le dosage de cette bilirubine de la séquence de photothérapie, et puis pas d'utiliser, ça peut vous donner des chiffres qui sont faussement anormaux, soit bas, surtout quand vous avez des prématurés de moins de 35 semaines. Donc pour décider de l'arrêt de la photothérapie, peut-être surveiller est-ce qu'on est sur la bonne voie, oui, mais pour décider de l'arrêt, il faudrait carrément faire un prélèvement sanguin. Les effets secondaires, on peut avoir des lésions oculaires si les yeux ne sont pas protégés. On peut avoir une déshydratation si on n'augmente pas la ration, surtout si vous êtes sous photothérapie conventionnelle ou sous tunnel, mais pas le LED. On peut avoir ce qu'on appelle une coloration grise de la peau, c'est le syndrome de bébé bronzé. C'est comme d'ailleurs le système qu'on fait pour le bronzage, c'est des ultraviolets, c'est des appareils de photothérapie qu'on va utiliser, donc c'est le même système. Et sincèrement, moi j'ai vu des bébés bronzés il y a longtemps, il y a une dizaine d'années quand même, quand j'étais encore résidente, et c'est vraiment la coloration bronzée belle. Donc c'est des bébés qui sont vraiment bien bronzés, donc normalement il fallait qu'on arrête bien avant qu'ils soient bronzés. Il y a des brûlures cutanées aussi, mais qui sont plus rares. La contre-indication à la photothérapie, c'est quand vous avez déjà une bilirubine conjuguée qui passe au-dessus de 20% de la bilirubine totale. Là, vous êtes dans l'ictère à bilirubine conjuguée. Et si vous faites la photothérapie, vous risquez de conjuguer encore plus cette bilirubine qui est là. Et donc, normalement, on va être encore plus nocif. Il y a ce qu'on appelle les complications qui sont le syndrome de Diehl-Hepez. C'est quoi le syndrome de Diehl-Hepez? C'est des bébés qu'on peut recevoir pour ictère à bilirubine libre à la base, et on va donner cette photothérapie tellement d'une manière intense qu'on va inverser les chiffres. On va se retrouver justement avec une bilirubine conjuguée qui va passer au-delà de 20% de la bilirubine totale. Et donc là, il faudrait arrêter notre photothérapie. Sinon, on va être encore plus nocif parce qu'on a inversé les chiffres. Et donc, là, il y a d'autres thérapeutiques qui sont proposées, mais c'est très rare comme situation. L'indication de cette photothérapie dépendra du taux de bilirubine non conjuguée libre, du poids du bébé, de l'âge postnatal, et donc ça dépendra de cette fameuse courbe qui va prendre en considération beaucoup plus est-ce qu'il est à terme ou prématuré. La photothérapie conventionnelle, c'est la laisser soit sur le lit, soit à côté de sa maman, soit dans un berceau, et on peut appliquer juste une machine qui s'appelle la conventionnelle, donc qui vient, qu'on va mettre avec des roulettes et qu'on va appliquer. Et les lames, elle n'est pas très très forte. Donc on va l'indiquer quand vous avez des chiffres de bilirubine qui ne sont pas vraiment très très élevés. Elle est efficace, mais la durée de traitement, elle est plus longue, c'est-à-dire si vous proposez par exemple 3 heures de photothérapie intensive, vous êtes obligé de proposer minimum 24 heures pour celle-là. Elle va mettre plus de temps pour faire baisser les chiffres. Elle est donnée souvent en continu. Il est inutile de changer la position du nouveau-né. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, c'est un bébé dont les rayons vont traverser la peau, qu'il soit mis, généralement on le met sur le dos, donc c'est pas la peine de l'inverser. Il y a la plus grande superficie du corps qui est assez découverte, donc vous mettez que les couches et vous protégez les yeux.
La photothérapie intensive, elle est utilisée par séquence de 3 à 4 heures, mais là, c'est plus intense. On va jouer sur les hertz. Donc, la répétition et l'enchaînement vont se faire en fonction de l'intensité et du mécanisme étiologique. Moi, sincèrement, je vous dis par exemple, quand j'ai un bébé qui présente un ictère à bilirubine libre et qui est dû à l'incompatibilité résus, et des fois, je le fais sortir juste pour lui donner à manger au spiroprendre, parce qu'on devrait être rapide et efficace. Donc, ça dépendra de l'indication. Maintenant, si c'est un ictère juste les courbes ou alors infectieux, là, on est quand même plus tolérant.